Arnaud Boetsch, le dernier Français en lice à l'Open de Bercy, éliminé en quart de finale de ce tournoi. En Afrique, les combats s'intensifient au Zaïre, dans l'est du pays. Invité de notre journal, Henry Kissinger, qui publie une brillante analyse de 3 siècles de diplomatie, de Richelieu à Clinton. Aujourd'hui, fête de la Toussaint, jour de souvenirs et de recueillement. Madame, monsieur, bonsoir. Qui rit jeudi, vendredi pleurera. Arnaud Boetsch, éblouissant hier soir face à Michael Chang, a été en effet éliminé cet après-midi en quart de finale de l'Open de Bercy par le Tchèque Korda. Sur place, François Brabant. Les sifflets ne sont pas pour lui, mais Arnaud Boetsch a du mal à les supporter. Car ce n'est pas le joueur français que le public de Bercy conspue ainsi. C'est un juge de ligne, jugé coupable d'avoir pris la mauvaise décision au mauvais moment. Tie-break de la deuxième manche, Arnaud Boetsch a une balle de 7. Le juge de ligne, tardivement, l'annonce faute. Ni Boetsch ni le public ne partagent son avis, mais l'arbitre de chaise confirme la décision. La chance vient de choisir son camp, car Petr Korda, le Tchèque, qui a déjà eu l'occasion de remercier le filet pour son aide, va recevoir un nouveau coup de pouce du destin. Le point suivant, à 6 partout, peut lui procurer une première balle de match. L'échange est long, tendu, intense, et son issue, pour le Français, va être terriblement difficile à avaler. Un point plus tard, c'est fini. 7-6, 7-6, Arnaud Boetsch est éliminé du tournoi de Bercy et c'est très rageant. Aujourd'hui, selon le calendrier catholique, nous célébrons la fête de tous les saints. Et c'est en principe demain que sera commémoré le souvenir des trépassés. Mais dès aujourd'hui, de très nombreux Français sont allés fleurir la tombe de leurs chers disparus. C'est à la fin de la guerre 14-18 que le chrysanthème a été associé à l'idée du deuil, tout simplement parce que cette fleur était l'une des rares à fleurir spontanément et à profusion en novembre. Reportage au cimetière de Montpellier, Karine Castelli, Françoise Massou. Toussaint, une date imprégnée des couleurs des chrysanthèmes et des parfums de lavande des mouchoirs de grand-mère. On va souvenir français, s'il vous plaît. Toussaint, 2 jours pour se souvenir, et Alice se souvient. Dès 1er novembre, la gardienne des âmes du cimetière Saint-Lazare en a connu 70. Oh, je m'en parlais pas le 1er novembre. Ils venaient du fond de l'avenue ici. Et il y avait des catafalques qu'on appelait avec les veuves de guerre et tout. Maintenant, ça se fait plus. Plus ça va, plus ça se perd. Il n'y a plus de veuves de guerre maintenant. Depuis 1939, date où elle a pris la relève de ses parents, Alice a vu défiler les années et les visiteurs. Dans ses souvenirs, des enfants bien coiffés que l'on menait religieusement sur la tombe des grands-parents. Aujourd'hui, les temps ont changé. Alice est un peu amère. Ils viennent en auto, ils portent une chrysanthème, et adieu papa, ou adieu maman, ou adieu tata. Hop, c'est fini. Et reviennent l'an d'après. Ils reviennent l'année prochaine pour jeter les vases et pour en mettre d'autres. Qu'importe les époques, Alice est toujours là. Et le 1er novembre, comme le reste de l'année, c'est elle qui accueille, accompagne et console. Au début, quand ils viennent, ils sont tous en pleurs. Il y en a, surtout quand ils ont perdu des jeunes, des personnes jeunes. C'est terrible. Qu'est-ce que vous leur dites alors? Eh bien, je dis, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas toujours pleurer. Vous verrez, ça, à la longue, ça se passera. Ils ne veulent pas me croire. 17h30, le cimetière doit fermer. Alice, gardienne au grand cœur, laisse sa porte ouverte aux retardataires. Encore quelques minutes, puis elle repartira passer la nuit avec ses morts. Près d'Épinal, un petit garçon de 4 ans et demi a vécu ces derniers mois un véritable calvaire. Il était devenu le souffre-douleur et l'expression n'est pas trop forte de ses parents et de certains de ses proches. Reportage Ludovic Fossard et Olivier Meyer. Vous dormez où alors? Tu vas me faire la bouche. Voilà donc sur quoi dormait l'enfant la plupart du temps. Un simple matelas de mousse placé au pied du lit des parents. La plupart du temps seulement, car parfois l'enfant était logé dans cette porcherie au milieu des animaux. C'était une punition, ont expliqué les parents au juge, car leur fils de 4 ans et demi faisait pipi au lit. Une sévérité qui ne semble d'ailleurs pas offusquer l'oncle, l'un des rares membres de la famille encore en liberté. Il faisait quand même des conneries, hein. Ça, vraiment des conneries. Hein. Il faisait que des conneries. Hein. L'enfant? Il pissait au lit tout le temps, il faisait que des machins comme ça.
Alors les parents, pour le punir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais il le mettait à genoux, il le tapait. Hein. Voilà, c'est tout. Il le battait donc, mais là encore les mots sont faibles. Lorsque les gendarmes ont pénétré dans cette maison, ils y ont trouvé le petit garçon souffrant de malnutrition aggravée, de multiples traumatismes, le crâne défoncé par les coups et un œil en très mauvais état. Dans le village, la famille avait mauvaise réputation. Personne ne discutait avec, ils avaient beaucoup d'histoires dans le coin, dans le quartier déjà. Peut-être que quelques voisins étaient au courant, mais compte tenu de l'ambiance qu'il y a dans le quartier là, ils n'osaient certainement pas faire un geste. Hein, parce qu'on sait qu'il y a eu des projections de cailloux sur le toit des voisins, et il y a eu beaucoup de choses. Hein. Les parents de l'enfant ainsi que 3 de ses oncles et tantes sont aujourd'hui incarcérés à la prison d'Épinal. Si l'on en croit le quotidien Le Monde, le président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, souffrirait d'un cancer de la prostate qui a atteint un stade généralisé avec la présence de métastases osseuses. Le président zaïrois, qui est âgé de 66 ans, est actuellement soigné en Suisse, à Lausanne. Vous le voyez sur ces images tournées il y a un peu moins de 2 semaines, sortant de l'hôtel Beau Rivage, visiblement extrêmement fatigué. Son état de santé lui interdit en tout cas pour l'instant toute possibilité de retour au Zaïre. Et ceci explique sans doute en partie cela. La disparition de l'homme fort du Zaïre pourrait entraîner la désintégration politique de ce pays. Les affrontements à l'arme lourde ont redoublé en tout cas de violence aujourd'hui à la frontière entre le Zaïre et le Rwanda. Tout de suite le point avec François Cornet et sur place Martine Laroche-Joubert. Cette image de miliciens en folie sur la frontière du Zaïre est significative de la pagaille et de la confusion qui règne dans la région. L'armée zaïroise ne semble plus rien contrôler. Les Banyamulenge, les rebelles Tutsis, appuyés par des éléments de l'armée rwandaise de la même ethnie, font régner pendant ce temps la terreur dans les camps de réfugiés Hutus dans tout l'est du Zaïre. Après avoir pris le contrôle d'Uvira, au sud, à la frontière du Burundi et de Bukavu, les combats se concentrent maintenant sur Goma, au nord, poussant des centaines de milliers de réfugiés Hutus vers le camp de Mukunga, où s'entassent déjà plus de 500 000 réfugiés livrés à eux-mêmes. Avec ce nouvel exode, le camp pourrait atteindre 1 million de personnes dans les prochaines 24 heures. À Goma, les échanges de tirs à l'arme lourde se sont poursuivis durant toute la journée entre l'armée zaïroise et l'armée rwandaise. Au Rwanda, la ville de Kisenyi, à la frontière, a été durement touchée, poussant là encore les réfugiés, mais cette fois vers Kigali, la capitale du Rwanda. Ce soir, les Rwandais contrôleraient une bonne partie de Goma, comme nous le confirme sur place, par téléphone, notre envoyé spécial, Martine Laroche-Joubert. La nuit tombe sur Goma, tandis que les tirs d'artillerie lourde et d'armes automatiques que nous avions entendus toute la journée se sont complètement arrêtés. D'après certains témoins que nous avons joints au téléphone, les forces rwandaises progressent dans Goma et sont même passées devant les bâtiments du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Ce soir, Goma semble sur le point de tomber aux mains des Rwandais. D'autre part, plusieurs centaines d'habitants de Kinshasa, la capitale du Zaïre, ont attaqué aujourd'hui des propriétés appartenant à des ressortissants d'origine Tutsi. Il n'est sans doute pas inutile ce soir de préciser à nouveau les causes d'un conflit meurtrier qui risque de se solder par un nouveau désastre humanitaire. Explication Patricia Coste. En 1994, 1 million de Hutus fuient le Rwanda pour se réfugier au Zaïre. Parmi ces Hutus, de nombreux responsables du génocide qui vient d'avoir lieu contre les Tutsis. Tutsis qui, après avoir chassé les Hutus hors du pays, prennent le pouvoir au Rwanda. Au Zaïre, les Hutus s'installent dans de gigantesques camps le long de la frontière avec le Rwanda. Parmi eux, des miliciens qui tentent de se réorganiser et font, à partir des camps, des incursions au Rwanda. Les Tutsis du Rwanda, inquiets de cette menace à leurs frontières, décident d'attaquer préventivement. Dans un premier temps, ils ne le feront pas ouvertement. Ce sont des Tutsis installés depuis 2 siècles au Zaïre, les Banyamulenge, qui vont attaquer au sud, prendre la ville d'Uvira, puis une partie de Bukavu. Les Rwandais, eux, sont entrés directement en action il y a quelques jours. Leur but, repousser la masse des réfugiés Hutus le plus loin possible de leurs frontières. Créer au Zaïre une zone tampon et au besoin l'occuper, l'avenir le dira. Premier risque, un désastre humanitaire pire qu'en 1994, les réfugiés ne pouvant plus être ravitaillés à cause des combats. Deuxième risque, déstabiliser le Zaïre, pays déjà désorganisé, dont le président Mobutu, atteint d'un cancer, est absent. Pour l'instant, l'armée zaïroise résiste, mais mal payée, inexpérimentée, loin de ses bases, dans cet immense pays, elle est bien inférieure
à l'armée rwandaise, surentraînée et disciplinée, et qui croit se battre pour la survie de son ethnie. Beaucoup d'émotions ce matin au Vatican où le pape Jean-Paul II a célébré le 50e anniversaire de son ordination. Cela en présence des prêtres de toutes les paroisses romaines réunis pour l'occasion. Apparemment bien remis de son opération, l'évêque de Rome a célébré une messe de près de 2 heures dans la basilique Saint-Pierre à laquelle participait notamment le président italien Oscar Luigi Scalfaro. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle aux États-Unis, le président sortant, le démocrate Bill Clinton, maintient largement son avance sur son rival républicain Bob Dole, si l'on en croit en tout cas à 2 sondages publiés ce matin. Dans un instant, nous reviendrons sur ce scrutin présidentiel avec notre invité, Henry Kissinger. Chez les étudiants américains, Bill Clinton est largement favori, semble-t-il, et ce choix ne s'explique pas seulement, loin de là, par la différence d'âge entre les 2 candidats. Reportage à Harvard de nos envoyés spéciaux Thierry Tuillier, Jacques Girard. Il existe un endroit aux États-Unis où la politique est enseignée et peut même devenir plus tard un métier, où les jeunes suivent la campagne présidentielle comme un match de basketball. C'est Harvard, la plus ancienne et la plus prestigieuse des hautes écoles américaines, avec depuis sa fondation par un pasteur anglais un principe d'enseignement, l'excellence. Chacun est incroyablement talentueux. Les uns jouent du violon, certains s'intéressent à la politique, d'autres chantent mieux que ce qu'on peut imaginer. Les meilleurs sont ici. Nous apprenons autant les uns des autres que de nos professeurs. Brillant, certainement, mais comme tout le monde, il arrive de louper le début des cours. Jed a 21 ans, un père dans la finance, une mère enseignante, un parcours sans faute au collège et l'ambition de devenir le Kennedy ou le Roosevelt de demain, 2 anciens présidents passés par Harvard. Jed vote Clinton. Bill Clinton et son programme d'aide aux étudiants, car les études, ça coûte cher malgré les bourses. Sans aucun prêt, il faut compter environ 145 000 francs par an. C'est beaucoup? Oui, c'est vraiment beaucoup. C'est une somme que beaucoup d'étudiants ne peuvent pas se payer. C'est pourquoi de nombreux jeunes ne peuvent pas entrer dans les meilleures écoles. Si Jed ne partage pas l'opinion de Jed, il est républicain d'abord peut-être parce qu'il est du Kansas, comme Bob Dole. Lui, ce qui l'inquiète surtout, c'est le désintérêt des jeunes pour l'élection. Nous avons organisé une campagne pour inciter les jeunes à aller voter, y compris à Harvard. Mais dans cette élection, les messages des 2 candidats ne sont pas clairement perçus. Les jeunes ne voient pas véritablement de différence entre les 2 candidats. À 19 ans, CJ sait qu'il fera une carrière politique et s'y prépare déjà. Il n'y a pas de vie privée en politique et je crois qu'il faut être prêt. Pour Jed, la politique viendra après les affaires. Si je sais ce que je peux faire pour aider la société, j'entrerai dans la haute administration et ensuite la politique. Allison ne sera diplômé d'Harvard qu'en l'an 2000, mais son avenir lui semble déjà tout tracé. Ceux qui ne s'impliquent pas dans la politique n'ont pas le droit de critiquer la conduite des affaires du pays. C'est ça Harvard, plus qu'une institution, un club fermé, où seuls les meilleurs élèves du pays ont été admis, programmés dès 20 ans pour réussir. Henry Kissinger, bonsoir. Merci d'être avec nous. Première question, ce soir, à moins d'une semaine de l'élection présidentielle, combien de dollars vous parieriez sur la victoire de Bob Dole? Very little. Très peu, aucun à vrai dire. Alors vous n'appréciez pas beaucoup Bill Clinton. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les républicains n'ont pas forcément fait le bon choix en choisissant Bob Dole, qui n'a pas décollé apparemment? Bob Dole did not learn. Bob Dole n'a pas appris à parler à la nouvelle génération. And it was. I don't think that Clinton is so popular. Je ne crois pas que Clinton soit aussi populaire qu'on le dit, mais je ne crois pas que la majorité de la population veuille de Dole comme président. Et c'est même Clinton qui va gagner. He will almost certainly win. Oui, très certainement, oui. Alors vous êtes là pour parler de votre livre qui s'appelle Diplomatie, qui relate 3 siècles ou même plus de diplomatie, paru chez Fayard. Nous allons en parler dans quelques minutes, un peu plus longuement, en votre compagnie. Tout de suite, le reste de l'actualité en France avec un nouvel attentat près de Bayonne, à Austerlitz très précisément. Une explosion a détruit en partie un bâtiment administratif qui abritait les services des douanes et des impôts.
Un bâtiment qui avait été inauguré il y a 8 jours après avoir été reconstruit, cela suite à sa destruction par un précédent attentat le 18 janvier dernier. Attentat alors revendiqué par les indépendantistes basques d'Ipar Etarak. En Corse, les 5 personnes interpellées mercredi ont été toutes remises en liberté hier soir, après 36 heures de garde à vue. Selon la préfecture de région, la facture des attentats commis en Corse est de 600 millions de francs pour 95 et les estimations pour 96 approchent les 200 millions de francs. L'affaire agite beaucoup les milieux judiciaires de Toulon. Pour l'instant, elle est très discrète, mais elle est appelée sans doute à un certain retentissement. Pour la première fois, en effet, un juge vient d'être mis en examen par l'un de ses collègues pour divulgation de documentation judiciaire. Enquête de nos envoyés spéciaux, Michael Darmon, Marc Savino. L'affaire embarrasse les milieux judiciaires à Toulon. Depuis une quinzaine de jours, le juge André Fontaine, ancien juge pour enfants, ici en audience, est mis en examen pour divulgation de secrets professionnels. À l'époque des faits, entre mars et mai 1993, le juge Fontaine, également membre du Front National, enregistre sur procès-verbal les plaintes d'un adolescent. Elles mettent en cause les mœurs du maire de l'époque de Toulon, François Trucy. Ces procès-verbaux vont quitter le palais de justice pour être montrés par le juge Fontaine à Jean-Marie Le Chevalier ainsi qu'à d'autres responsables du FN dans le Var. Dans quel but? Qu'en ont-ils fait? C'est ce que l'instruction doit maintenant établir. Le 19 octobre dernier, Jean-Marie Le Chevalier, successeur de François Trucy à la mairie de Toulon, se rend au tribunal d'Aix-en-Provence. La confrontation avec le juge Fontaine va durer 4 heures. Non mais monsieur le juge Fontaine, comme vous le savez, est victime d'une mise en examen. Alors ça occasionne aussitôt une instruction et nous sommes, M. Sokoja et moi, nous sommes interrogés pour apporter un certain nombre d'informations pour nourrir le dossier. Des éléments que Jean-Marie Le Chevalier a déjà fournis en partie au juge Tournier, chargé de l'enquête sur la mort de Jean-Claude Poulet d'Achary, premier adjoint de la mairie FN de Toulon, assassiné en août 1995. En audition chez le juge Tournier, Jean-Marie Le Chevalier a reconnu avoir eu accès à ces documents. D'autres responsables du FN varois vont être entendus dans les prochains jours par le juge Makoviak, cette fois à Aix-en-Provence. Le dossier Fontaine est décrété ultra-sensible par la hiérarchie judiciaire. Les mystérieux procès-verbaux du juge Fontaine peuvent-ils éclairer l'enquête sur la mort de Jean-Claude Poulet d'Achary? C'est peut-être pour tenter de répondre à cette question que la justice a décidé, fait rare, de mettre un juge en examen. La préfecture de police de Paris a annoncé aujourd'hui le lancement d'une procédure de fermeture administrative visant le Hard Rock Café, un restaurant où 300 kilos de viande de bœuf importée de Grande-Bretagne ont été saisis hier. Importation illégale depuis le mois de mars en raison bien sûr de la crise de la vache folle. Enquête à Londres, Étienne Lénart, et à Paris, Mathieu Huchet. Le Hard Rock Café, cet après-midi, une salle de restaurant pleine. Malgré la saisie de 300 kilos de viande en provenance de Grande-Bretagne, les clients n'hésitent visiblement pas à commander hamburgers et steak frites et préfèrent se montrer philosophes. Mon mari a vu ça dans la journée, il m'a dit bah, tiens, toi qui vas toujours à mon café, que j'allais mettre malade. Et ça vous inquiète ou pas? Un peu, mais c'est déjà fait. Si le restaurant garde ses portes ouvertes, il reste toujours sous la menace d'une fermeture préfectorale. L'établissement dispose d'un délai de 4 jours pour apporter la preuve que la viande est bien irlandaise et n'a fait que transiter par la Grande-Bretagne. On a reçu aujourd'hui des documents originaux de l'Irlande et de la Grande-Bretagne. On a ramené ces documents cet après-midi au service vétérinaire. On a parlé avec M. Jamet et on a présenté, on a remis les documents en main propre. Il a regardé les documents. Maintenant, il faut qu'il étudie les documents. Ces documents prouvent qu'elles sont d'origine irlandaise? À 100%, sans aucun doute. Une version confirmée par l'entreprise londonienne qui a fourni cette viande. Tampon irlandais à l'appui, le patron affirme ne plus commercialiser de viande anglaise depuis maintenant 3 mois. Nous ne nous opposerons pas à ce que les autorités françaises entrent en contact avec notre ministère de tutelle pour venir vérifier absolument tout, nos stocks, nos congélateurs, nos documents. Nous n'avons vraiment rien à cacher. C'est maintenant au service vétérinaire de trancher, des services qui, contexte oblige, préfèrent prendre toutes les mesures préventives nécessaires.
La revue médicale britannique The Lancet révèle que 2 cas possibles de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob auraient été découverts en France et en Allemagne. Cela dit, Jean-Daniel Fézaquier, il n'y a aucune certitude scientifique. Aucune certitude, et puis il faut être aussi très prudent. Le cas français est un peu particulier, c'est une femme de 52 ans qui est morte l'an dernier. Lorsqu'on a fait l'examen de son cerveau, on a trouvé des lésions tout à fait identiques à celles des 14 cas de la nouvelle forme de maladie de Creutzfeldt-Jakob, celle dont on pense qu'elle est en relation avec la maladie de la vache folle. Mais ce qui est très étonnant, c'est que cette femme, en 1984, a été opérée. On lui a mis une sorte de rustine dans le cerveau sur une artère, et cette rustine était faite d'un matériel humain, ce qu'on appelle de la dure-mère, c'est-à-dire un morceau de méninge, qui provenait d'un donneur. Or, on sait qu'il y a eu des transmissions de maladies par ce type de matériel, et dans l'état actuel des choses, on est incapable de dire s'il s'agit ou non d'un véritable nouveau cas ou simplement une conséquence de cette greffe. Donc il faut être extrêmement prudent. Le cas allemand est encore plus fou. C'est un Allemand qui tous les jours se faisait une tartine, carrément, avec de la gélatine d'os et de la moelle osseuse. Et ce monsieur goûtait de temps en temps la farine qu'il donnait à ses animaux. Alors, il a pris tous les risques. Il fait une maladie de Creutzfeldt-Jakob, mais qui n'a rien à voir avec la maladie censée être transmise par les vaches. C'est-à-dire qu'il fait une maladie que je dirais presque classique, alors qu'il a ingéré des produits dangereux, ce qui prouve que la voie digestive n'est peut-être pas aussi claire que ça pour arriver à contaminer les gens. C'est très surprenant pour l'instant. Merci de ces précisions. En tout cas, toujours sur ce chapitre, à noter que lors d'une réunion à huis clos avec les 15 ministres de l'Agriculture, le commissaire européen à l'Agriculture précisément a haussé le ton sur ce dossier dit de la vache folle, en exhortant les dirigeants de l'Union européenne à prendre leurs responsabilités et à donner la priorité absolue aux impératifs de santé publique. Dans une minute, nous retrouvons notre invité, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, qui a quelque peu passé l'âge de sonner aux portes pour réclamer des bonbons, comme l'ont fait hier tous les jeunes Américains à l'occasion de la fête d'Halloween. Une fête qui fait de plus en plus d'adeptes en France. Exemple à Rennes, avec ce reportage d'Olivier Sioux et Michel Hiver. Ce soir-là, le diable se préparait à sortir, car il savait, Belzébuth, que cette nuit-là serait sa nuit. Celle d'où lui et ses millions de faits au sujet reviendraient d'entre les morts pour hanter les vivants. Eh ben, je suis prête. Oui, enfin bon. Donc le prince des ténèbres se préparait à sortir, car il savait que ce soir-là, c'était Halloween. Mais au fait, c'est quoi Halloween? C'est une fête, c'est Halloween. Et pourquoi? C'est quoi Halloween? Je sais pas. Heureusement, il y a Camille, et Camille, elle sait. On fête les morts vivants, les sorcières et tout ça. Et puis il faut se déguiser. Puis il faut frapper aux portes. Et puis on reçoit des bonbons. Depuis 2 ou 3 ans, Halloween, cette vieille tradition irlandaise qui veut qu'à la veille de la Toussaint, les morts viennent jouer des tours aux vivants, a envahi la France, venue d'Amérique. Le soir du 31 octobre, les rues de certaines grandes villes universitaires se peuplent de morts-vivants, de vampires, de revenants. Tous les monstres de la création se donnent rendez-vous, une sorte de mardi gras en novembre, car le but reste toujours le même. Faire la fête, ça vaut le coup, essentiellement. Très déguisé, très à l'aise. Ouais, c'est marrant. Et ça marche. Pouvoir exacerber tous les vices qui nous tracassent pendant l'année. Ça correspond peut-être à un petit côté actuel d'une crise qu'on a envie d'extérioriser. Avant, les vieilles lavaient leurs os à la Toussaint dans les cimetières, et puis bon, bah là, on lasse peut-être nos vieilles querelles et nos vieilles histoires. Fête des morts ou fête des vivants, Halloween s'impose en tout cas comme un rendez-vous supplémentaire de la fête et du délire. Plus encore que les fantômes et les revenants, c'est désormais le spectacle qui, chaque veille de Toussaint, prend possession de la rue. Comme promis, nous retrouvons notre invité, Henry Kissinger, à l'occasion de la sortie en France de son dernier ouvrage, Diplomatie, paru chez Fayard. Près de 800 pages extrêmement brillantes, un monument de réflexion théorique, mais aussi de connaissances historiques. Un résumé plutôt éblouissant de 3 siècles de relations internationales, pourrait-on dire de Richelieu à Clinton, en passant par Metternich, par Bismarck et autres Roosevelt. Rebonsoir. Alors, l'une de vos thèses développées dans ce gros livre, c'est que les États-Unis, actuelle seule superpuissance au monde depuis l'effondrement de l'ex-URSS, pourraient bien ne plus être la seule dans 5-10 ans. Oui, c'est une superpuissance depuis longtemps, effectivement. Mais est-ce qu'elle pourrait être rejointe par l'Europe, la Chine, l'Inde, vous citez, de façon assez surprenante? I think in the 21st century, au XXIe siècle, the world will be composed of 5 or 6. Il y aura dans le monde 5 à 6 puissances à peu près équivalentes. États-Unis, Europe, si l'Europe s'unit, la Chine, le Japon, l'Inde,
la Russie si elle se récupère. Mais la puissance militaire ne sera pas équivalente, mais la puissance économique, oui. Pour vous, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose que l'Amérique ne soit plus ce qu'on appelle en ce moment un peu, en quelque sorte, le gendarme du monde? Je ne pense pas que ce soit sain qu'un pays soit le gendarme du monde à tout jamais. Donc, je pense que c'est dans l'ensemble une évolution positive. En tout cas, c'est ce qui va se produire. Alors, en tout cas, pour l'instant, les États-Unis sont une superpuissance diplomatique. On l'a vu quand, par exemple, le président Clinton a pratiquement convoqué dans son bureau M. Netanyahou, M. Arafat, pour relancer le processus de paix. Est-ce que vous trouvez naïf de la part de Jacques Chirac de vouloir en quelque sorte que l'Europe coparraine le processus de paix? Non, ce n'est pas naïf, mais tout dépend de savoir si le président Chirac peut lancer un processus et qui se trouve en quelque sorte entre les deux parties. Parce que un médiateur doit pouvoir être en mesure d'offrir quelque chose ou de menacer et que les deux parties en présence ne peuvent pas réagir à cela. La France a joué un rôle très important en Bosnie, par exemple. Elle a apporté quelle contribution pouvait être apportée par les autres, parce que sans l'intervention française, il est probable que nous n'aurions pu faire. Certains au sein du parti travailliste israélien et aussi certains dirigeants arabes affirment que M. Netanyahou est un homme dangereux. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, je ne crois pas que ce soit quelqu'un dangereux. Je pense que c'est quelqu'un d'inexpérimenté, qui a été élu sur un programme différent de celui de Pérez. Mais tout Israélien ne peut que se rendre compte un jour qu'il est condamné à coexister avec les Arabes. Il n'y a pas de victoire possible. Il y a un très grand débat en ce moment en Europe, c'est sur la constitution de la monnaie unique, l'euro. Est-ce que vous pensez que cette monnaie unique, l'euro, est à même de constituer un véritable bloc politique dans quelques années, qui soit éventuellement concurrent pour les États-Unis? Moi, je pense que l'Europe a la population et les ressources économiques voulues pour être économiquement aussi puissante que les États-Unis. Mais je pense que, compte tenu des défis qui nous attendent, par rapport à l'intégrisme, par rapport à la productivité de l'Asie, par rapport à la crise en Afrique, je pense qu'une Europe forte devra la plupart du temps coopérer avec les États-Unis, plutôt que de se poser en adversaire de ceux-ci. Donc je me félicite de l'unification européenne. Alors vous publiez donc chez Fayard, publication en français, de ce très très gros essai, très brillant, qui s'appelle Diplomatie. Quel est votre modèle en matière de diplomatie historique? Je ne pense pas en termes de modèle historique, je dirais chez les Américains, par exemple, le président qui m'a impressionné le plus, c'est Theodore Roosevelt. Le premier Roosevelt, qui a essayé, au début du siècle, de faire rentrer l'Amérique dans les affaires internationales. Donc je pense que c'est probablement celui qui m'a impressionné le plus et que j'aimerais suivre. Et pour trouver un Français brillant, il faut remonter à Richelieu? Certainement, il était brillant. Charles de Gaulle était également brillant. Et j'ai été un très grand admirateur du président de Gaulle. Merci beaucoup, Henry Kissinger, d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions. Je rappelle la publication chez Fayard, donc en France, de ce gros essai intitulé tout simplement Diplomatie, 198 francs dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup d'être venu parmi nous ce soir. Vous qui avez fait X et X fois le tour du monde, mais en avion et plutôt confortablement, je vous propose maintenant de vous intéresser à l'une des toutes dernières grandes épopées sportives des temps modernes, le tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance ni routage. Départ dimanche au Sables d'Olonne de ce 3e Vendée Globe, au total 46 000 km, avec le passage du Cap de Bonne-Espérance et aussi du Cap Horn.
15 solitaires, 4 étrangers, 11 Français, dont 2 femmes, Isabelle Autissier et la journaliste Chabot, Catherine. Parmi les 15, Marc Tiercelin, 36 ans, et qui pour mener à bien son projet de sponsoring, a eu la bonne idée d'inventer un jeu de société pour enfants, ce qui lui a permis de financer une partie de son projet. Portrait signé Christophe Duchiron, Frédéric Basile. C'est bête comme chou, mais quand on est un enfant, pendant les vacances, on joue. Sur la plage des Sables d'Olonne, ils sont là pour s'amuser. Un jeu de loi façon Vendée Globe, pour tout comprendre, des 1001 facettes du métier de marin. Ils jouent à Captain Marc, un jeu d'enfant mis au point par Marc Tiercelin. Aujourd'hui, pour naviguer, il faut une idée. Eureka, j'ai trouvé. Du fait que je me débrouille bien avec des crayons et des pinceaux, enfin il paraît. Donc je me suis dit, je vais essayer d'utiliser ce don pour pouvoir courir. Préparation physique. Marc Tiercelin peut toujours courir. Plusieurs mois d'entraînement de sa petite personne. Du physique, du mental, il en faut pour essayer de maîtriser son bateau tout au long des 3 mois et demi d'une course autour du monde. Et puis il faut une bonne hygiène de vie. C'est fini les marins, on dit qu'ils buvaient comme des trous dans les ports et tout ça. Pour ce genre de course, en règle générale, c'est assez sérieux. Cuisine traditionnelle passée case 11. Case 11, il y a à boire et à manger. 250 kilos de vivres et des petits plats mis dans les grands par un grand chef. Le 25, c'est les carottes Vichy. Voilà, le 27, c'est le saumon poivre vert. Le 27, donc ça c'est du saumon poivre vert. J'ai pris aussi du matériel pour pouvoir vraiment assaisonner la cuisine et tout ça. Parce que c'est le seul plaisir qu'on a à bord, c'est de manger. Et dormir, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas grand chose. Donc au moins, bien se nourrir pendant les 110 jours de course. Dimanche, c'est le départ du Vendée Globe. Mon papa lui souhaite bonne chance. En jouant à Captain Marc, les enfants ont appris qu'un tour du monde, c'est beaucoup de préparation. Et aujourd'hui, ils ne sont pas loin de penser que Marc Tiercelin, c'est un as. Un mot de football avec un tirage au sort plutôt délicat pour les équipes françaises toujours en lice dans les coupes de l'UEFA. Metz tombe en effet sur Newcastle, l'équipe de David Ginola. Et Monaco va retrouver à nouveau sur sa route un club allemand, le SV Hambourg. Hier, le PSG s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes au 4-0 aux dépens des Turcs du Galatasaray. Marcel Carné a rejoint hier Les Enfants du Paradis. Ce film avait été désigné en 90 comme le meilleur film français du siècle par un jury de 600 professionnels du cinéma français. À l'origine de ce chef-d'œuvre, parmi bien d'autres, un véritable trio magique, Carné bien sûr à la réalisation, Prévert pour les dialogues et Alexandre Trauner pour les décors. Alexandre Trauner qui a travaillé avec les plus grands du cinéma mondial. Cannes lui consacre une exposition, visite guidée en compagnie de Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Melin. Silence! Le rouge est mis. Moteur! Ça tourne! Cannes ressemble tellement à un décor de cinéma qu'on a l'impression qu'il n'y a rien derrière les façades. Une impression fausse évidemment, puisque derrière celle-là, par exemple, il y a l'expo Trauner. Génial décorateur de cinéma, formidable architecte de l'éphémère, Carné et les autres lui doivent beaucoup. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. C'est fabuleux, hein. C'est fabuleux. C'est tous les films qu'on a vus en définitive étant jeunes. Et donc et qu'on retrouve là à travers tous les décors. Mais oui, je suis un assassin! Mais les assassins, ça court les rues! Il y en a partout! Partout, tout le monde! Même pour les films tournés en noir et blanc, ces décors, il les peignait en couleur. Ça, c'est le chenil des visiteurs du soir. Ce petit gars de Budapest, qui au départ se destine à la peinture, n'avait qu'une idée. Sublimer la nature en la colorant à outrance. Ça vous fait rêver? Ouais. Parce que Trauner, il a un regard d'enfant, il a l'air malicieux, il s'est certainement beaucoup amusé, il s'est régalé, et ça se sent. C'est sûr qu'en construisant ces cités enchanteresses, l'architecte de rêve de plâtre, de lumière et de vent, comme disait Prévert, a dû se régaler. C'est bien de voir aussi les gouaches les plus récentes qu'il a faites aussi sur les décors de films de Luc Besson, tout ça. Moi, j'étais pas au courant du tout qu'il avait fait ces décors-là. Oui, sur ces films, voir comment il a traversé le temps et les techniques du cinéma, c'est intéressant.
Et oui, de Subway à Chao-Pantin, en passant par Irma la Douce ou Othello, l'Expo Troneur, c'est 60 ans de cinéma. Bah moi j'aimerais bien jouer dans ce décor où je suis là, quoi, c'est clair. Vous êtes comédien, enfin, vous êtes Apprenti comédien. Et alors dans quel film vous auriez voulu jouer? Les Enfants du Paradis, moi, c'est clair, ça c'est mon grand rêve. Ouais, ça. Quand j'étais malheureux, je dormais, je rêvais. Mais les gens n'aiment pas qu'on rêve. Alors, ils vous cognent dessus. L'Expo Troneur est faite pour les rêveurs. Une carnet, 160 premières. Pour tous ceux qui construisent dans leur tête des cités magiques. Partez. Enfin, pour tous les grands enfants qui aiment les châteaux de sable. Adieu, Monsieur Carnet. Cette toute dernière information, pour être complet, selon une étude médicale tout à fait sérieuse menée aux États-Unis, il y a 3 fois plus de risques d'infarctus chez les grincheux du 3e âge que ceux et celles qui prennent la vie du bon côté. Le dicton du jour, à la Toussaint, Maigret traque l'assassin. Dans un instant, en effet, vous retrouverez Bruno Kremer. Puis après un flash d'informations présenté par Florence Daucher, le bouillon de culture de Bernard Pivot, consacré ce soir à l'existence de Dieu. Bon anniversaire à Henri Troyat, Salvatore Adamo et Fabrice Lucchini. Je vous retrouve demain, 13h, 20h. Excellente soirée, merci. Si on vous dit que Maigret a peur, n'en croyez rien. La preuve, tout de suite. Je vous accompagne jusqu'à l'hôtel. Des regrets, beaucoup de regrets pour Arnaud Beuch pour une sortie sous les acclamations largement méritées. L'honneur au tombeur du français, Petr Korda ressuscité, sorti des qualifications. Et depuis, les miracles, il en fait des tas. Nous sommes à 6 partout dans le tie-break du 2e set. Le Tchèque a remporté le premier 7-6. Un coup du sort, le filet qui joue des tours. Balle de match pour Korda. Les dieux du tennis sont sans pitié. C'est terminé, Bercy perd son dernier Français encore en lice dans le tournoi. Korda, lui, se qualifie pour les demi-finales. Des fois à Bercy, il faut bien l'avouer, on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Avec les journées que l'on a, la fatigue a tendance à s'installer dans notre vie. On est de moins en moins sociable. Et hop, on y va. Bah alors, qu'est-ce que je vous sers? Je vois. C'est le signal pour une cure de Sargénor. Allez, paf. Merci. Un médicament contre la fatigue. Bon. Sargénor. Mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Sargénor. Demandez conseil à votre pharmacien. France 2 et Énergie présente Duo Taratata Volume 2, l'album des plus beaux duos, avec Paul Young, Liane Folly. Isaac Hayes, Soul to Soul. Rita Mitsuko, Bernard Lavillier. Bruno Maman, Jane Birkin. Duo Taratata Volume 2, disponible en CD et cassette. Maintenant, McDonald's vous fait le petit déjeuner. Et en ce moment, pour 1 franc de plus, vous repartez avec le CD 5 titres Happy Morning. France 2 avec Télé 7 jours vous donne rendez-vous pour jouer. Si vous aimez les grands jeux, l'aventure et les voyages dans le temps, entrez dans la légende de Mélusine. Thierry Ray sera votre guide dans ce monde où 3 équipes s'affrontent pour trouver la pierre philosophale. Même si vous ne croyez plus aux fées, aux sorcières et aux chevaliers, vous n'allez pas en croire vos yeux, samedi soir sur France 2.
Demain sur France 3, Docteur Sylvestre n'a pas besoin de stéthoscope. Je sais ce que j'ai, Pierrot. Tu peux rien faire pour lui. Il a une attaque. Charlie. La maladie de Jean-François Stévenin n'est pas de celle qu'on guérit. Le médecin peut juste accompagner. Tu m'aimes. Éviter la destruction d'une famille. Avec Maria Pacôme. Tu n'es pas en train de perdre l'espoir. Docteur Sylvestre. Il y a des cas où la médecine est impuissante. La vie doit reprendre le dessus. Demain à 20h50 sur France 3. Les chevaux peuvent être dressés en liberté pourvu que l'homme sache se servir d'un de ses sens les plus développés, son ouïe particulièrement sensible. Dans la nature, ils s'appellent entre eux. Pour eux, l'ouïe est importante. Donc, dès qu'il entend un bruit, il est éveillé, il est aux aguets et il est prêt à partir. Alors, le dresseur se sert de ça. Dans le travail en liberté, il doit répondre à la voix. Si je veux récompenser parce que j'ai pas de sucre, j'ai brave, bien, c'est bien, brave, 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 et il va comprendre que c'est une récompense. C'est l'intonation, plus que le mot. On pourrait dire n'importe quel mot, ça n'a rien à voir. C'est l'intonation, il comprend l'intonation. Et voici les résultats du tiercé, quarté plus, quinté plus, qui s'est couru cet après-midi à Enghien. Alors, c'est... Trop froid. Trop chaud. Courant d'air. Mal équipé. Mal éclairé. Mal isolé. Colbert, vous n'avez donc jamais entendu parler du confort électrique. Nous allons appeler pour avoir une installation conforme au label Promotelec. Et en plus, vous n'avez même pas le téléphone. Label Promotelec. Exigez l'exigence. Pour votre confort électrique, appelez le 08 36 67 00 30. Vincent, dites-nous ce que vous pensez de ce camembert président. Il est moelleux, non? Il est bon, le président. Parlez-nous de son bon coup de Normandie. Attendez, laissez-le parler. Alors, Vincent? Ben, Vincent, il va se resservir. Pas vous? Après vous, je vous en prie. Je suis très bien. Il n'y a rien au-dessus de président. Les locales de Radio France présentent l'âme de la Bretagne. Toute la Bretagne en chanson. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche Hermine, vive fou. L'âme de la Bretagne. Dans les prisons de Nantes, Landy, 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 dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. L'âme de la Bretagne. La Bretagne comme vous rêviez de l'entendre. Le secret d'une ligne parfaite? Revenons en arrière pour le découvrir. C'est le nouveau secret de Playtex en microfibre. Avec son panneau de maintien exclusif, le soutien-gorge soutient en douceur et le slip fait disparaître votre ventre. Secret est si confortable. Et tout ce que l'on voit, c'est votre ligne parfaite. Playtex, la beauté des formes. Bonsoir, nuages au nord, soleil au sud, un programme donc assez contrasté pour ce week-end de la Toussaint. Et c'était déjà le cas aujourd'hui, comme nous le prouve cette image satellite avec des masses nuageuses qui ont eu tendance à envahir le nord de la France, tandis que sur le sud déjà on connaissait l'influence d'un anticyclone actuellement centré sur l'Espagne. Et dans les heures à venir, comme nous le montre donc l'image satellite prévisionnelle calculée par Météo France, cet anticyclone va franchir les Pyrénées et protéger les régions du sud, alors que plus au nord, on subira d'une part de l'humidité résiduelle et d'autre part, on subira l'influence d'un front qui va circuler plus au nord en mer, mais devrait toutefois quelque peu déborder sur le pays. Résultat, demain matin, une carte donc contrastée avec beaucoup de soleil autour de la Méditerranée et du vent qui devrait aider plus encore à chasser les nuages. Mistral, tramontane à 60 km/h. Un peu de brouillard ici dans la vallée de la Garonne et des passages de cumulus. Et puis plus on ira vers le nord, plus ce sera la grisaille qui l'emportera, avec en prime ici un peu de vent le long des côtes de la Manche à 60 km/h. Sur le nord,
attendez-vous à un ciel couvert. Regardez la carte que nous vous proposons. Des nuages bas, voire du brouillard, avec 10 degrés à Amiens, 7 degrés du côté d'Haguenau, avec peut-être plus au sud quelques trouées de ciel bleu. Des températures qui seront en légère hausse demain matin, avec 10 degrés à Paris, 7 degrés à Strasbourg, 9 degrés à Marseille, un maximum de 12 degrés à Perpignan, tout comme à Brest. Dans l'après-midi, la situation devrait évoluer favorablement, avec donc la présence de cet anticyclone et avec des nuages qui devraient avoir tendance à remonter vers le nord. Toutefois, le ciel restera couvert sur les régions situées au nord de la Seine. Un programme d'éclaircies plutôt timide de temps à autre sur les régions situées entre la Bretagne et l'Alsace. Toujours du vent le long des côtes de la Manche et se dégrader de soleil, de nuages, avec un soleil resplendissant autour de la Méditerranée. Nous allons aller vérifier cela. Vous avez envie de soleil, vous le trouverez du côté de Cassis, de Villefranche ou de Porto Vecchio en Corse, avec 21 degrés. Ça sera le maximum, tandis que le vent devrait faiblir et pas un nuage à l'horizon. Côté température sur le reste du pays, ça nous donnera 15 degrés à Paris ou à Brest, 16 à Strasbourg, 14 dans le nord de la France et donc un maximum de 21 à 22 degrés sur l'extrême sud-est du pays. Quant à dimanche, le programme variera peu dans la mesure où nous allons subir l'influence d'un nouveau front en provenance de l'Atlantique qui devrait couvrir le ciel des régions situées donc le long des côtes de la Manche, localement quelques gouttes de pluie possibles, des nuages jusqu'à la région parisienne et puis toujours du beau temps dans le sud de la France. Entre les deux, une zone de transition avec des passages de cumulus, des températures qui seront les suivantes, 15 degrés en moyenne au nord, 19 en moyenne au sud, voire 22 ici sur les régions méditerranéennes, donc des températures fort agréables. Si vous devez voyager, vous constaterez que la situation est à peu près équivalente sur le reste de l'Europe, avec beaucoup de soleil sur le sud du continent, 20 degrés à Madrid, voire même 24 à Rabat. Sur le nord, grisaille et pluie seront au rendez-vous avec 10 degrés à Varsovie et puis toujours cette zone de transition entre le nord et le sud. En attendant demain, nous serons le samedi 2 novembre, nous penserons à nos disparus, nous perdrons 4 minutes de soleil. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de ce week-end. Mais demain matin, c'est Patrice Drevet qui vous tiendra compagnie aux alentours de 7h10 dans Thé ou Café. En attendant, très bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. Le nouveau téléphone portatif Ericsson est arrivé. Le GH 388. Plus léger et plus performant, il offre plus... Thomson vous propose une nouvelle relation avec les objets. Une relation vivante. Une relation avec des objets qui communiquent. Des objets amis. Thomson. De la technologie à l'amour. Matière, couleur, clarté, douceur. Exatime, les qualités qui font la qualité. À chaque instant, une nouvelle vie apparaît. Et tant que les hommes et les femmes réaliseront ce miracle, la CNP sera là, à leur côté, comme elle l'est depuis 150 ans. CNP, vivez bien assurés. Les pâtes cuisson rapide de Lustucru cuisent en 3 minutes. Quand c'est bon, on n'aime pas attendre. Alors à tout de suite. L'ampoule économie d'énergie Osram Dulux EL, c'est l'autre soleil. Essayez l'ampoule Dulux EL, satisfait ou remboursé. Pour calculer vos économies, 3615 Osram. Il y a la lumière et il y a Osram. Oh! Heureusement, j'ai mon nouveau paquet. Et hop, 3 minutes, à table! C'est bon quand c'est chaud. Pâte cuisson rapide de Lustucru, 3 minutes et c'est bon. Ça vous a plu, c'est Lustucru.
Le nouveau téléphone portatif Ericsson est arrivé. Le GH 388. Plus léger et plus performant, il offre plus de 80 heures de temps de veille et plus de 4 heures de temps de parole. GH 388 d'Ericsson. Vous allez en entendre parler pendant longtemps. J'ai acheté un des premiers Charan TDI de chez Volkswagen. C'était en 1997. J'étais jeune et très vite j'ai mis un autoradio. J'écoutais du rap, du funk, du death metal, du trash, de l'acid jazz et même du ragamuffin. Ah ça, à l'époque on savait faire de la vraie musique et des vraies bagnoles aussi. Charan, la machine à voyager dans le temps. Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment? Une séance de musculation. Sporelec remuscle tous les muscles de votre corps. Cuisses, abdos, fessiers, muscles du visage. 10 minutes par jour suffisent. Comme Love Amour, vous devez l'adopter. Pour tous les muscles de mon corps, j'utilise Sporelec. Sporelec, électromusculation. La douceur, c'est bien, mais des parfums fades, moi, ça ne me suffit plus. Aujourd'hui, Minidou réveille les parfums et crée Douceur Vive. Douceur Vive, ce sont de nouveaux parfums vifs. C'est comme un flot de pétales doux et parfumés. Ce sont des senteurs vivifiantes, inspirées de la nature, qui tonifient votre linge. Les nouveaux Minidou Douceur Vive, vous n'avez jamais connu un tel bien-être. Nouveau Minidou Douceur Vive. Réveillons les parfums, réveillons la douceur. Contre le bruit, avant, il y avait qu'un. Maintenant, il y a VK. Fenêtre PVC VK. Maintenant, il y a VK. On en a déjà parlé. Oui. Au revoir. Au revoir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas toujours le temps de me brosser les dents après avoir déjeuné. Et puis c'est tout. Chewing-gum Tony Gum au xylitol et au calcium. Quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, mâchez Tony Gum. Un flot de pétales doux et parfumés. C'est le nouveau Minidou Rosé des Prés. Un parfum vif et aérien. Nouveau Minidou Douceur Vive. France 2 avec Télé 7 jours vous donne rendez-vous pour jouer. Si vous aimez les grands jeux, l'aventure et les voyages dans le temps, entrez dans la légende de Mélusine. Thierry Ray sera votre guide dans ce monde où 3 équipes s'affrontent pour trouver la pierre philosophale. Même si vous ne croyez plus aux fées, aux sorcières et aux chevaliers, vous n'allez pas en croire vos yeux. Samedi soir sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. La catastrophe a été annoncée par l'ONU et les organisations humanitaires. Tous les signes sont bien là. Depuis 2 jours, les armées zaïroises et rwandaises s'affrontent ouvertement, Hutus contre Tutsis. Et encore une fois, des centaines de milliers de réfugiés menacés par les combats, la faim et la maladie. Les faits avec Sophie Moisan. Des miliciens zaïrois ivres dansant pour narguer l'adversaire, image du désordre qui règne à Goma, la capitale zaïroise du Nord Kivu. Toute la journée, des combats ont opposé soldats zaïrois et rwandais autour de l'aéroport et dans les rues de la ville livrées au pillage. Les tirs à l'arme lourde vendredi soir se sont tus. Goma serait sur le point de tomber aux mains de l'armée rwandaise. Les réfugiés sont de plus en plus nombreux à fuir les combats. Les camps proches de Goma ont dû être évacués. Plus au sud, la ville de Bukavu est entièrement contrôlée par les rebelles Tutsis qui sont entrés mercredi, entraînant la fuite de dizaines de milliers de civils vers les collines environnantes. L'Est du Zaïre est aujourd'hui en proie à une guerre qui a commencé en fait début septembre. À l'origine des affrontements, des miliciens hutus rwandais réfugiés dans les camps à la frontière font des incursions dans leur pays. Objectif, déstabiliser le régime de Kigali qui les a chassés depuis le génocide de 1994. La réplique du Rwanda menacée à sa frontière est d'abord indirecte. Il soutient militairement les rebelles Banyamulenge, des Tutsis installés au Zaïre depuis 2 siècles. Uvira est conquise, puis une partie de Bukavu. Mais depuis quelques jours, l'armée rwandaise intervient directement vers Bukavu et Goma. Son but est double, semer la panique dans les camps et désorganiser le Zaïre.
L'intervention rwandaise menace de faire imploser le pays au moment où son président malade est soigné en Suisse. Le maréchal Mobutu serait atteint d'un cancer généralisé qui l'empêche de regagner le Zaïre. Ce soir, l'un des hauts responsables de l'ONU a déploré l'impuissance des Nations Unies à lutter contre la violence. Une information en provenance de Grande-Bretagne, l'un des deux leaders du FIS en Algérie, Ali Belhadj, âgé d'une trentaine d'années, emprisonné depuis 5 ans et dans un état critique ou peut-être mort, ce qui ne serait pas sans incidence. L'actualité en France, dans le Figaro à paraître demain, Jean-Luc Lagardère révèle avoir été mis en examen le 28 octobre à la suite d'une plainte déposée en 92 concernant la fusion Matra-Hachette. Je vous rappelle que le groupe Matra-Hachette a été choisi par le gouvernement pour reprendre Thomson. Une autre actualité judiciaire, à Toulon, pour la première fois, un juge vient d'être mis en examen par l'un de ses confrères pour divulgation de documentation judiciaire. Le reportage de Michael Darmon et Marc Savino. Depuis une quinzaine de jours, le juge André Fontaine, ancien juge pour enfants, ici en audience, est mis en examen pour divulgation de secrets professionnels. À l'époque des faits, entre mars et mai 1993, le juge Fontaine, également membre du Front National, enregistre sur procès-verbal les plaintes d'un adolescent. Elles mettent en cause les mœurs du maire de l'époque de Toulon, François Trucy. Ces procès-verbaux vont quitter le palais de justice pour être montrés par le juge Fontaine à Jean-Marie Le Chevalier ainsi qu'à d'autres responsables du FN dans le Var. Dans quel but? Qu'en ont-ils fait? C'est ce que l'instruction doit maintenant établir. Monsieur le juge Fontaine, comme vous le savez, est victime d'une mise en examen. Alors ça occasionne aussitôt une instruction et nous sommes, M. Sokoja et moi, nous sommes interrogés pour apporter un certain nombre d'informations pour nourrir le dossier. Des éléments que Jean-Marie Le Chevalier a déjà fournis en partie au juge Tournier, chargé de l'enquête sur la mort de Jean-Claude Poulet d'Achary, premier adjoint de la mairie FN de Toulon, assassiné en août 1995. En audition chez le juge Tournier, Jean-Marie Le Chevalier a reconnu avoir eu accès à ces documents. D'autres responsables du FN varois vont être entendus dans les prochains jours par le juge Makoviak, cette fois à Aix-en-Provence. Le dossier Fontaine est décrété ultra-sensible par la hiérarchie judiciaire. Les mystérieux procès-verbaux du juge Fontaine peuvent-ils éclairer l'enquête sur la mort de Jean-Claude Poulet d'Achary? C'est peut-être pour tenter de répondre à cette question que la justice a décidé, fait rare, de mettre un juge en examen. Nous passons au sport. La fin des espoirs français de figurer en demi-finale de l'Open de Bercy. Arnaud Beuch s'est incliné devant le Tchèque Petr Korda, 37e au classement. Match en 2-7. Arnaud Beuch visiblement fatigué par le match qu'il avait opposé la veille au numéro 2 mondial, Michael Chang. À 14h30 demain, retransmission des 2 demi-finales sur France 2. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Demain, 13h et 20h, Bruno Mazur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À demain, bonsoir. Bonsoir, une France coupée en deux au programme de ce week-end de Toussaint, avec une matinée déjà clémente sur la moitié sud grâce à une belle poussée anticyclonique. En revanche, plus au nord, nous subirons l'influence d'un front britannique qui va venir déborder sur le pays et se mêler à l'humidité ambiante. Résultat, un ciel couvert sur le nord avec quelques nappes de brouillard et puis plus au sud, éventuellement quelques trouées de ciel bleu. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tu m'as pas mis si souvent. Bah tu vois, tout arrive. À propos, j'ai voyagé avec un de tes amis dans le train, un certain Vernou de Courson, oui. Un homme de 60-65 ans. T'es au courant, je suppose. Vaguement. Tu sais, je viens d'arriver, hein. Mais il y a déjà un photographe et un commissaire de police qui sont passés à l'hôtel. Alors maintenant, toute la ville sait que tu es ici à Fontenay. Ça t'ennuie?
Non, non. T'as l'air contrarié. Bah, tu sais, vivre dans une ville de sous-préfecture, c'est déjà pas facile, mais alors maintenant, avec 2 meurtres en 3 jours... 2? Et Robert de Courson, le beau-frère de mon ami Vernou. Celui du train? Oui, mais il a été assassiné il y a 4 jours, et avant-hier, une vieille femme. Tu crois qu'il y a un rapport entre les 2 crimes? Ben, les 2 crimes ont été commis avec la même arme, une barre de fer ou un outil Jean-Claude anglaise. Et aucun lien de parenté entre les victimes? Non. La vieille femme vivait toute seule. Bonsoir, Jules. Je pensais que vous ne viendriez plus ce soir. Et je suis montée. On vous a préparé une chambre. Il est descendu à l'hôtel de France. Oh, pas question, Jules. Vous feriez vraiment beaucoup de peine. Non, je crois qu'il est préférable que je reste à l'hôtel, Madame Chabot. Les journalistes sont déjà après moi et demain matin, ils seraient plantés devant votre porte. Et puis, par rapport à la situation actuelle, on va dire que je suis venu à la demande de votre fils. On le dira quand même. Non, non, je démentirai. Il a peut-être raison, maman. Il ne s'agit pas d'une enquête comme les autres. Robert de Courson, l'homme qui a été assassiné, était un notable plus ou moins apparenté aux grandes familles de la région. Et son beau-frère, Vernou, Hubert, que tu as rencontré dans le train, est un personnage important, lui aussi. Après le premier crime, des bruits ont commencé à courir, puis la veuve Gibon a été assassinée, ça a un peu freiné les racontars. Mais 2 assassinats en 3 jours, c'est vraiment beaucoup pour une ville de 8000 habitants. Les gens commencent à avoir peur. Certains pensent qu'il s'agit d'un fou. Il n'y a pas eu de vol? Non. Il semble que dans les 2 cas, l'assassin a pu se faire ouvrir la porte sans que les victimes se méfient. Pas d'empreinte? Aucune. S'il s'agit d'un fou, il peut commettre d'autres meurtres. Tu as une idée? Non. Je suis inquiet. Tu crois pas que ma présence ici risque de compliquer ton travail? Pas nécessairement. Ton ami Vernou et le commissaire de police pensent que c'est toi qui m'as appelé à la rescousse. Ah ben, j'ai quand même le droit de recevoir mes amis. Moi, je crois qu'il serait préférable que je parte demain matin. Eh bien oui. Juge d'instruction Chabot. Non, comment? Gobillard? Où? Rue des 3 Sœurs. Bonsoir, monsieur le juge. Je vous ai téléphoné tout de suite du café de la Poste. Encore une, monsieur Maigret. Rapprochez-vous du corps, s'il vous plaît. Qui l'a trouvé? Le docteur Vernou. Je me rendais chez un ami quand j'ai aperçu le corps sur la chaussée. Je l'ai examiné, mais il était déjà mort. J'ai aussitôt prévenu le commissaire depuis le café de la Poste. Vous êtes là, Jussieu? Bonsoir, Chabot. Nous faisions un bridge au café. Docteur Jussieu. Un ami, commissaire Maigret. Même procédé que pour les 2 autres. Un coup extrêmement violent sur le sommet du crâne. Il a été attaqué de face, lui aussi, comme les 2 autres. Il n'a pas essayé de se protéger. Il était ivre? Comme d'habitude. Alors, il vous en fait venir, patron? Bonsoir, Chabiron. Non, non, je suis ici par hasard. Ça tombe à pic. Je vous présente l'inspecteur Chabiron, de la brigade mobile de Poitiers. Nous nous connaissons. J'ai fait mes premières classes avec le commissaire. Ah bon? C'est un brave type. Il faisait le tour de la ville 2 fois par semaine pour récupérer des pots de lapin. Et le soir, il allait de bistrot en bistrot dépenser l'argent qu'il avait gagné dans la journée. Pas de bagarre? Non. Marié? Non, il vivait seul dans une baraque à l'extérieur de la ville. Vous en pensez, patron? J'en pense rien. Prendre une semaine, c'est beaucoup pour un petit patelin comme ça, non?
Qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez transporter le corps à la morgue. On n'arrive pas à trouver le procureur. Vous n'avez rien vu d'autre, Tarlin? Rien entendu? Je marchais vite, j'ai failli buter sur lui. Votre père est chez lui? Oui, il est rentré ce soir de Lyon. Vous allez vous en occuper cette fois, commissaire? Non, sûrement pas. Vraiment? Vraiment. Vous n'êtes pas curieux? Non. Vous croyez vous aussi à des crimes de fous? Je fais ce que je peux, mais c'est difficile de les faire parler, ces gens-là. Mais tu remontes un instant chez moi? Je peux faire le chemin avec vous si ça ne vous dérange pas. Mais non, pas du tout. Le docteur Vernou est le fils d'Hubert Vernou, que tu as rencontré dans le temps. Il a fait sa médecine, mais ne pratique pas. Il s'intéresse surtout à la recherche. Non, très modestement. Alors, c'est un passionné de psychiatrie. Il se rend 2 fois par semaine à l'asile de Chambéry. Vous croyez que ces 3 crimes sont l'œuvre d'un fou? C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de fous à Fontenay. Il y en a partout. Malheureusement, on les découvre souvent comme un moment de la crise. Et ça pourrait être une femme? Pourquoi pas? Là, vous avez quelques hommes sous la main? Alors envoyez-les patrouiller dans la ville. Ça nous aidera à rassurer la population. Je fais ce que je peux. Ici, nous n'avons pas les mêmes moyens qu'à Paris. Et la police locale n'est pas habituée à des crimes de cette importance. À 3 ans de la retraite, une affaire comme celle-là sur le dos, c'est pas un cadeau. Les gens me paraissent un peu tendus. Tu viens d'arriver, t'as déjà compris. Ah, c'est inévitable. Un crime passe encore, surtout le premier. Robert de Courson était un vieux célibataire, un original que les gens de la rue connaissaient peu. S'il n'y avait eu que lui.